Depuis les années 1990, la critique s'est intéressée à la part du surréalisme dans l'œuvre de Claude Cahun et Marcel Moore, mais le symbolisme de la fin du 19e siècle constitue également un héritage majeur, tangible dans le choix de certains thèmes et motifs, de l'exploration formelle, de l'écriture artiste, de l'inspiration art nouveau des dessins de Moore, du principe de l'obscur et de l'hybridité. L'héritage symboliste se construit essentiellement autour de la figure de l'oncle de Claude Cahun, Marcel Schwab, écrivain de la seconde génération de symbolistes. L'influence du symbolisme tardif se fait sentir dans l'héritage laissé par Vies imaginaires de Schwab sur Héroïne et Aveu non avenu. L'œuvre de Schwab repose sur l'hybridité tant en ce qui a trait à la construction des figures romanesques qu'au genre littéraire, entre réalité biographique et imaginaire romanesque, entre poèmes en prose, contes et nouvelles. Pour l'oncle comme pour la nièce, l'hybridité, à la fois thème et procédé scripturaire, s'associe à une poétique de la singularité, que Cahun appelle sa manie de l'exception. Claude Cahun reprend l'idée des vies imaginaires dans la création d'Héroïne et d'Aveu non avenu, deux ouvrages qui prônent le mélange des intertextes, des genres et des médias. Vies imaginaires regroupe en 22 tableaux les vies de 22 personnages célèbres ou méconnus, ayant vécu de l'Antiquité au milieu du 19e siècle, dont Schwab réécrit la trajectoire biographique en combinant le réel et la fiction. Avec Héroïne, Cahun procède à une réécriture de mythes féminins célèbres qui appartiennent à des récits gréco-romains, judéo-chrétiens et des contes populaires. Exploration des procédés d'hybridation à travers un récit de vie se poursuit avec l'œuvre hybride Aveu non avenu, conçue en collaboration avec la peintre graphiste Marcel Moore, où Cahun rompt avec les conventions de l'écriture du moi en faisant se côtoyer réflexion poétique et métaphysique, récits de rêve, aphorismes, extraits de correspondance, bribes d'un journal intime, contes et mythes réécrits. Par le brouillage des frontières génériques, identitaires et médiatiques pour ce qui est d'Aveu non avenu, ces trois ouvrages témoignent d'une volonté de créer une œuvre qui échappe aux classifications. Pour Jean-Pierre Bertrand, l'hybridation est le corollaire de la déconstruction des genres et des formes à laquelle procède le symbolisme finissant. L'hybridité se fonde sur la juxtaposition d'éléments hétéroclites appartenant à des genres et des formes connus, de manière à faire naître un nouvel objet éclectique, impossible à figer dans une seule catégorie. Selon Dominique Budard et Walter Geertz, le processus d'hybridation ne nécessite pas d'abolir les catégories préexistantes, l'auteur se les approprie en les décomposant pour configurer de nouveaux agencements. Il s'appuie par là sur un double rapport de rupture et de contiguïté entre ces composantes. L'hybridité semble toute désignée pour répondre à la volonté de la littérature fin de siècle de décloisonner les genres et poétiser le disparate. Elle sera toujours de mise au début du siècle suivant, que ce soit pour renouveler les formes artistiques au sein du modernisme ou pour opposer au règne de la logique celui de l'arbitraire et du hasard pour Dada et le surréalisme. De quelle manière Cahun s'approprie-t-elle concrètement l'idée des vies imaginaires que Schwab théorise dans la préface de son livre? Comment la frontière entre hommage et désir de singularité est-elle négociée par Cahun? Entre prise et écart, la filiation de vies imaginaires à Héroïne et Aveu non avenu se déploie, telle est mon hypothèse, à partir de divers partages. L'idée de vies imaginaires préside à la configuration de personnages de l'entre-deux, qui force la rencontre entre fiction et réalité, entre hypotexte et réécriture, ou entre soi et autre. Lors de l'apparition des Vies imaginaires en volume en 1896, Marcel Schwab ajoute une préface dans laquelle il met en place un véritable art de la biographie. Deux types de biographie y sont confrontés, celui s'inspirant de la science historique, qui n'aide pas selon lui à acquérir une connaissance sur les individus, et celui appartenant à l'art, qui met en scène l'individualité des êtres. Si la biographie traditionnelle consiste à démontrer la grandeur d'une personne en la faisant entrer dans l'histoire, l'art biographique schwabien prend plutôt le parti de dévoiler la singularité d'une vie en s'attachant à un aspect qui fait sa particularité, qu'il appelle le détail individuel. Chaque titre de récit de Vies imaginaires porte le nom du personnage dont il est question, suivi d'un sous-titre qui indique son trait unique, selon Schwab, une formule que reprend Cahun dans Héroïne.
Tel est le cas du récit de vie d'Empédocle, Dieu supposé, centré dès l'incipit sur le caractère quasi divin de ce philosophe, médecin et poète de l'Antiquité. Je cite, « Personne ne sait quelle fut sa naissance, ni comment il vint sur terre. Il apparut, près des rives dorées du fleuve Acragas, dans la belle cité d'Agrigente, un peu après le temps où Xerxès fut frappé la mer de chêne. La tradition rapporte seulement que son aïeul se nommait Empédocle, aucun ne le connut. Sans doute il faut entendre par là qu'il était fils de lui-même, ainsi qu'il convient à un dieu. » Fin de la citation. L'incipit procède à une déification du personnage en recouvrant sa naissance d'un voile énigmatique qui suggère qu'Empédocle ne soit pas né d'une femme, mais de lui-même. Le texte poursuit dans le même sens en insistant sur diverses caractéristiques divines, les différents prodiges accomplis, les disciples qu'ils suivent et le message prophétique qu'ils proclament. La configuration des figures du recueil ne se fonde pas sur une narration de leur existence attachée aux faits, mais porte plutôt sur un aspect qui retient l'attention sans chercher la vérité, dans ce cas, l'idée qu'Empédocle soit un dieu. Pour citer Caïn dans l'article consacré à l'œuvre de son oncle, Marcel Schwab pose, en fait j'utilise la même citation que Gail Zachman, Marcel Schwab pose sur ces personnages ces extraordinaires yeux déformateurs qui savent choisir et grossir le détail jusqu'à l'absurde, jusqu'au sublime, mais jamais les proportions ni la construction logique n'y sont sacrifiées. Fin de la citation. N'était-ce pas là l'une des visées du symbolisme que de donner la primauté au monde intérieur, de mettre l'écriture au service de l'idée et non du principe de réalité? Ce travail de déshistoricisation inspire la nièce, qui écrit à son tour des récits de vie métonymiques. Héroïne recentre l'histoire de figures célèbres autour d'un trait de caractère étonnant, car il entre souvent en contradiction avec le texte matrice. L'effet d'anachronisme créé par la jonction des hypotextes et de leur réécriture fait jouer le paradoxe entre l'ancien et le moderne, une opposition qui n'est d'ailleurs pas étrangère à l'œuvre schwabien où abondent les références à l'imaginaire antique. L'écart est amplifié dans les héroïnes par l'inclusion d'extraits du texte original en exergue qui inspire le détournement qu'en fait Caïn. Ainsi, le passage choisi du conte Cendrillon de Perrault, je cite, « Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement », est le point de départ du retournement des motifs du prince, devenu fétichiste, obsédé par les souliers. Au-delà de la confrontation symboliste entre réel et imaginaire qui anime l'œuvre de Marcel Schwab, l'auteur souhaite donner une voix à ses héroïnes afin de faire entendre les nouvelles représentations du féminin qui émergent dès la fin du siècle. L'exemple de l'histoire revue de Cendrillon donne à voir l'une des lignes de partage qui la distingue de Schwab, soit le ton ironique et les stratégies de renversement qu'elle instaure. La construction fictionnelle des personnages de Caïn et Schwab prend appui sur le masque identitaire qu'ils revêtent, poète haineux, pirate illettré chez Schwab, ou chez Caïn, l'allumeuse Pénélope l'irrésolue, Cendrillon l'enfant humble et hautaine, l'androgyne, l'enfant, l'acteur, etc. Au sein de cette galerie de portraits hétéroclites, le personnage original et son double, créé par l'intervention de l'auteur dans son histoire, se confondent. Avec Aveux non avenus, Claude Caïn additionne les images du soi au point où l'original, s'il était même présent, est perdu. Le sujet autographique aux multiples visages des aveux se met en scène grâce notamment au procédé d'hybridation. Réel et imaginaire, masculin et féminin, soi et autre, humain et animal, ou encore antique et moderne, sont autant de contradictions cumulées au sein d'un même sujet énigmatique. Dans la première partie d'Aveux non avenus, Caïn exprime ainsi la confusion identitaire entre le soi et ses doubles. Je cite, « Il m'en souvient, c'était le carnaval. J'avais passé mes heures solitaires à déguiser mon âme. Les masques en étaient si parfaits que lorsqu'il leur arrivait de se croiser sur la grande place de ma conscience, ils ne se reconnaissaient pas. Tenté par leur laideur comique, j'essayais les plus mauvais instincts. J'adoptais, j'élevais en moi de jeunes monstres, mais les fards que j'avais employés semblaient indélébiles. Je frottais tant pour nettoyer que j'enlevais la peau, et mon âme, comme un visage écorché, à vif, n'avait plus forme humaine. » Fin de la citation. Sous les fards employés pour créer de nouvelles images de soi, le sujet ne retrouve plus sa peau d'origine. L'hybridation constitue un moyen de multiplier les possibles identitaires, car pour citer Catherine Conley dans La femme sans tête,
les corps hybrides de la mythologie rappellent aux hommes et aux femmes que nous sommes tous composés d'éléments multiples, féminins, masculins, naturels, civilisés. Fin de la citation. Les nombreuses mascarades du sujet performent une identité en constante redéfinition. L'auteur répond à la question « Qui suis-je » qui anime les surréalistes par la polymorphie du sujet, présenté comme métaphore d'une nature double, un motif hérité de l'imaginaire symboliste et de l'œuvre de Schwab. Si Marcel Schwab présente des figures à la croisée du réel et de l'imaginaire dans un texte travestissant la biographie, les nombreux êtres hybrides de l'œuvre Cahunien s'inscrivent dans une logique autographique. Cela fait partie de la conception propre à Cahun de l'écriture de vies illustres, entre guillemets, soit comme elle l'exprime dans Aveu non avenu, je cite, « Ajoutez-y les joujoux de vos nuits solitaires et servez froid ». Cahun se met en scène à travers cette multitude de personnages qui, sous divers masques et travestissements, répètent inlassablement ses propres obsessions, tandis que Schwab ne tente pas de se révéler à travers les vies imaginaires d'autrui. L'hybridation affecte autant les personnages, comme nous venons de le voir, que la configuration des œuvres qui interrogent la notion de genre dont elles exposent la porosité. Dans le cas des vies imaginaires, on relève des emprunts au genre de la biographie, du roman d'aventure et du mythe, mais la mise en forme des textes s'inspire surtout du poème en prose, du conte et de la nouvelle. Marcel Schwab apparaît en cela biais de son temps, le 19e siècle étant, selon Alain Corbin, je cite, « le règne du composite, le triomphe de l'éclectisme, l'empilement des références et des emprunts, la permanence de la recomposition, la conviction de la richesse de la sédimentation. » Fin de citation. Remarquons d'abord que la recherche dont fait l'objet la langue schwabienne rappelle l'écriture du poème en prose, conformément à l'esthétique symboliste qui mélangeait à souhait romanesque et poétique. La phrase est soumise à un véritable travail d'écriture afin de produire des unités à la fois complexes sur le plan sémantique et réduites sur le plan syntaxique, comme le montre cet extrait rapportant les conséquences pour Érostrate de l'incendie du temple d'Artémis. Je cite, « Artaxerxès, sur l'heure, envoya l'ordre de le torturer. Il ne voulut avouer que ce qui a été dit. Les 12 cités d'Ionie défendirent, sous peine de mort, de livrer le nom d'Érostratos aux âges futurs. Mais le murmure l'a fait venir jusqu'à nous. La nuit où Érostratos embrasa le temple d'Éphèse, vint au monde Alexandre, roi de Macédoine. » En privilégiant la parataxe, allant de pair avec la logique métonymique des récits, Schwab laisse vacants des espaces entre les phrases dans lesquels le lecteur doit s'insérer pour reconstruire le sens. Avec Aveu non avenu, l'effet paratactique se trouve accentué par des phrases souvent présentées comme des microcosmes. Je cite, « Alors cassez les vitres, mais laissez passer le vitrier sans recours lâche, qui répare ses maladresses l'épais, avec les morceaux composés un vitrail, travail de Byzance, transparence, opacité, quel aveu d'artifice. Toujours je finirai par prononcer ma propre condamnation. Je vous l'avais bien dit, remarquez l'enseigne, fenêtre à guillotine. » Ici, les ruptures de sens, l'insertion de métaphores et d'aphorismes, de même que les phrases nominales ou sans verbe conjugué, témoignent d'une recherche stylistique sur la phrase comme unité. Le lecteur, laissé à lui-même, doit naviguer à travers cette suite de phrases à la structure simple, mais au sens obscur. Outre une attention stylistique qui rattache vies imaginaires à la conception symboliste du romanesque, la structure des récits incorpore certains codes formels du conte, genre familier à Schwab depuis Cœur double et le livre de Monel, tels que l'ellipse et l'intégration de quelques éléments improbables. Élaborés comme des sommaires de la matière biographique et fictive, produisant un effet de tableau, les récits de vie adoptent ensuite l'économie narrative, la logique de la chute et la spatio-temporalité concentrée de la nouvelle. Prenons l'exemple du début de la vie de Septima incantatrice. Je cite, « Septima fut esclave sous le soleil africain dans la ville d'Adrumète, et sa mère Amonéa fut esclave, et la mère de celle-ci fut esclave, et toutes furent belles et obscures, et les dieux infernaux leur révélèrent des filtres d'amour et de mort. » Si le dénuement narratif, amplifié par des effets de répétition, insiste sur la singularité de Septima, soit l'incroyable lignée d'esclaves sorcières dont elle fait partie. Bref, ce regroupement de traits propres à divers genres, le poème en prose, le conte et la nouvelle, donne forme à un texte sur lequel il demeure difficile de poser une étiquette. Claude Cahun opte pour un assemblage générique
aux frontières brouillées, similaires dans Héroïne, dont les récits, souvent narrés à la première personne, se présentent comme une introspection dans la psyché des héroïnes. À titre d'exemple, Hélène la Rebelle emprunte à la nouvelle l'unité de temps, de lieu et d'action, et la chute, tout en y entremêlant des éléments du récit mythologique original, du récit de vie et de l'écriture du moi. Ceci dit, l'ensemble des textes du recueil Héroïne repose tout de même sur une configuration générique relativement stable si elle n'est pas étanche, alors qu'Ave non Avenue fait éclater les catégories génériques. Schwab et Cahen se positionnent en faveur de l'ambigu et ne s'attardent pas à débroussailler les pistes qu'ils proposent ni à clarifier la véracité des événements qu'ils rapportent. Leur lecteur se rend rapidement compte que la piste lancée par le titre s'avère trompeuse, celle des vies exemplaires pour Schwab et des aveux pour Cahen. Les deux régimes, réalité et fiction, s'entremêlent sans qu'aucune distinction ne soit opérée entre l'un et l'autre. Selon Schwab, l'intention artistique prend le pas sur la vérité historique qu'il délaisse d'emblée. C'est également le parti pris par Cahen dans Aveux non avenus, où le récit de vie imaginaire est préféré à une écriture du moi basée strictement sur le bios. Plutôt que de faire l'anamnèse du sujet, une entreprise que Cahen qualifie d'emblée de manège ridicule, l'auteur reconfigure les stratégies d'écriture du moi et la pratique de l'autoportrait, son pendant pictural, en présentant son projet ainsi, je cite, « Vais-je donc m'embarrasser de tout l'attirail des faits, de pierres, de cordes tendrement coupées, de précipices? Ce n'est pas intéressant. Devinez, rétablissez. Le vertige est sous-entendu, l'ascension ou la chute. » L'œuvre cahenien décloisonne encore davantage le livre par l'hybridation entre les arts et les médias. L'interartistique, qui pour le symbolisme se fonde sur le partage de thèmes, de motifs et du recours aux symboles, devient une valeur centrale dans les avant-gardes de l'entre-deux-guerres. Ce que José Pierre appelle au sujet du symbolisme une coopération entre les arts acquiert à la fin du siècle une dimension matérielle avec l'engouement pour le livre illustré et la picturalité du poème à partir d'un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Mallarmé. Tout en déplaçant les enjeux, l'esthétique avant-gardiste, dans la lignée de laquelle se situe Aveux non avenus, prône la praxis intermédiale afin d'abolir les frontières entre les arts. C'est d'ailleurs par le biais d'un photomontage d'Aveux que Cahen met de l'avant la filiation avec Marcel Schwab. Parmi l'ensemble des photomontages qui ressassent quasi exclusivement les nombreux avatars de Cahen, le second photomontage, dont il y a déjà été question, prend les apparences d'un portrait de famille élective, au sein de laquelle se retrouve l'oncle symboliste. Pour conclure, si, au cœur de l'imaginaire fin de siècle, l'hybride tend à concilier les contraires, pour reprendre l'expression de Pascaline Mourier-Casil, chez Cahen, particulièrement dans Aveux non avenus, il entraîne souvent un effet d'inquiétante étrangeté, en laissant apparents les interstices entre les éléments rapprochés. En effet, l'hybridation chez Schwab se fonde sur une relation de contiguïté, mais Héroïne et Aveux non avenus révèlent un rapport de discontinuité à la base de la construction du texte hybride, qui tend vers le difforme et le monstrueux. Contrairement à l'imaginaire cahenien qui file le motif du monstre, l'hybridation chez Schwab crée un ensemble logique, uniforme et harmonieux. Ne peut-on avancer que l'héritage du symbolisme finissant, inspiré par la figure d'un oncle admiré quasiment sans limite, se construit de manière semblable à la relation que Cahen et plus largement les femmes auteurs et artistes ont entretenue avec le mouvement surréaliste, c'est-à-dire une double posture d'affiliation et de désaffiliation, telle que l'avance Andrea Aubert-Hubert dans Corps de papier. Sa position de l'entre-deux est révélatrice d'une démarche visant à dépasser les antinomies, préoccupation partagée par les symbolistes et les surréalistes. Ce regard oblique que pose Cahen et la plupart des créatrices surréalistes sur les mouvements littéraires et artistiques dont elle s'inspire fait ressortir sa tentative de se singulariser par une œuvre doublement ancrée dans le passé symboliste et le présent avant-gardiste. Merci.